Le gouvernement québécois frappe un mur. Voilà le titre de l'enregistrement d'aujourd'hui. Je l'ai choisi étant donné qu'on est dans un tournant lors de cette crise sanitaire qui dure depuis plusieurs mois. Eh bien, le gouvernement québécois a été obligé de reculer. C'est-à-dire que depuis plusieurs semaines, il menace les employés de la santé à l'effet que s'ils ne sont pas adéquatement injectés pour le 15 octobre 2021, eh bien, ils vont se retrouver en congé sans solde, pour ne pas parler de congédiement. Donc, congé sans solde, c'est qu'ils conservent le lien à l'employeur, mais ils ne peuvent pas travailler. Et comme ils ne sont pas congédiés, ce qui est insidieux avec la mesure, c'est qu'ils n'ont pas le droit à l'assurance emploi, communément appelé le chômage ici au Québec, qui donne un montant d'argent avec des prestations faisant suite à une perte d'emploi. Donc, ils n'auraient pas accès à ce filet social, ce qui crée du stress naturellement par rapport à la menace de se retrouver sans travail dans un contexte comme ça, donc sans source de revenus. Et les gens dans le domaine de la santé, depuis les dernières semaines, ont vécu beaucoup de pression du gouvernement à se faire injecter. Ce qui arrive, c'est que le gouvernement a frappé un mur. Donc, c'est pas les employés qui, présentement, frappent le mur, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas rentrer au travail parce qu'ils sont pas injectés. C'est le gouvernement qui a été confronté au mur de la résistance d'employés du secteur de la santé qui ne veulent pas se faire injecter. Et comme présentement au Québec, ils sont plusieurs milliers qui n'adhèrent pas à la mesure, eh bien, ils ont réussi, dans le rapport de force, à faire plier le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement a été obligé de reculer. Et là, la date d'échéance du 15 octobre pour les employés de la santé est reportée au 15 novembre. Et ça, ce qui est intéressant d'observer à travers la situation, c'est le jeu de rapport de force qui s'est inversé. Parce que là, depuis plusieurs mois, le gouvernement a mis en place différentes mesures, le confinement, le couvre-feu. Ensuite, il a mis comme mesure le passeport vaccinal qui est obligatoire là, pour aller dans des lieux publics comme des restaurants, des salles d'entraînement, etc. Depuis plusieurs mois, plusieurs mesures ont été mises en place. Il y a eu peu ou pas de résistance. Bon, il y a eu quelques manifestations, quelques pétitions, comme par exemple celle d'Éric Duhem, qui est un politicien québécois du Parti conservateur, qui a fait une pétition pour s'opposer au passeport et il avait recueilli au-dessus d'une centaine de noms. D'ailleurs, il y a quelques semaines, là, j'en avais fait la promotion sur ma chaîne de YouTube. Et naturellement, n'a pas eu l'effet escompté, c'est-à-dire qu'il a voulu présenter la pétition à l'Assemblée nationale au Québec et elle n'a pas eu de poids politique dans le sens que ça n'a pas mis fin là, au passeport qui est toujours exigé aujourd'hui. Par contre, là, ce qui est intéressant de voir, c'est que des gens sont capables, ils ont ce pouvoir-là de faire reculer le gouvernement sur l'application d'un décret qui a été mis en place récemment. Donc, les employés de la santé, qui ne veulent pas se faire injecter, et moi, personnellement, en tant qu'individu, j'ai toujours été pro-choix. C'est-à-dire que la personne veut ou non se faire injecter, ça lui appartient. Ça doit être une décision individuelle et non pas imposée là, par le collectif, à mon avis. Ça doit respecter l'individualité et l'intégrité totale de l'individu. Et là, ce qui arrive, c'est que le gouvernement est obligé de reculer. Et le gouvernement a fait des menaces depuis plusieurs mois aux gens en disant, ben là, si vous ne faites pas injecter, vous allez frapper un mur. C'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans des lieux parce que vous n'aurez pas le passeport vaccinal qui s'y rapporte. Et là, c'est le gouvernement présentement qui frappe le mur de la résistance par rapport à sa volonté d'imposer le passeport vaccinal à des employés de la santé qui n'ont pas plié. Parce que ça fait plusieurs semaines qu'une campagne de peur dans les médias, les non-injectés sont accusés là, que c'est leur faute si le virus se propage, c'est leur faute si les urgences sont pleines.
Bref, c'est de leur faute si tout va mal. Et ce qui est intéressant de regarder derrière de ça, c'est que finalement, les gens de la santé, s'ils sont en nombre suffisant à vouloir ne pas se faire injecter, eh bien, ils ont un poids que le gouvernement est obligé de prendre en considération. Ils ont un pouvoir sur le gouvernement et sa volonté d'imposition des choses. Et ce qu'il faut réaliser que quelque part, c'est que si les gens embarquent pas par rapport à certaines mesures qui sont imposées et qui sont en grande quantité, bien, ils ont le pouvoir du poids du nombre. Et là, le gouvernement est obligé de s'ajuster. Donc, dans le rapport de force, la volonté des gens opposés à se faire injecter a eu de l'impact, plus que la volonté du gouvernement, de l'autre côté, d'imposer ces mesures-là. Donc, dans la balance du jeu politique, du rapport de force, eh bien là, on peut voir que les gens opposés aux mesures sont en puissance au niveau du réseau de la santé. Donc, c'est une forme de victoire à un certain niveau. Bien entendu, le gouvernement, d'ici un mois, va sans doute revenir à la charge, va sans doute évaluer, réfléchir à des stratégies pour faire plier ceux qu'il nomme comme étant des récalcitrants, c'est-à-dire rebelles à sa volonté. On va bien voir qu'est-ce qui va arriver dans cette pièce de théâtre collective qu'est la société québécoise depuis le début de la crise, où je dis pièce de théâtre parce que toute forme de manipulation, de revirement spectaculaire, parce que là, le revirement s'est produit le 13 octobre et la date de mise en place du décret, c'est le 15, donc à quelques jours au préalable. Et ce qui arrivait, c'est qu'en réalité, si le gouvernement perdait des milliers d'employés à partir du 15, eh bien, il ne serait plus en mesure de donner des services adéquats là, aux Québécois en matière de santé, des services de qualité. Et il risquerait d'avoir des ruptures de services et aussi des gens qui en souffrent, dans le sens que des gens qui ont besoin de soins de santé immédiats. Eh bien, si les gens n'en ont pas, parce qu'il n'y a pas assez de personnes, par exemple, pour tenir un service d'accouchement, pour tenir une urgence d'hôpital, faire des traitements de cancer, des opérations, ainsi de suite, ben il y a la vie de personnes qui sont en danger. Si, par exemple, quelqu'un qui n'est pas opéré à temps alors qu'il est atteint du cancer, et qu'il y a un délai de plusieurs mois qui arrive à cause de ça et que la personne, plusieurs mois plus tard, bien le cancer est généralisé et on peut pas revenir en arrière, ben ça représente quand même des décès liés à ça. Donc, c'est sûr que si le gouvernement serait entêté à mettre en place pareil et exécuter le décret pour le 15 octobre, ben qu'est-ce qui serait arrivé? C'est qu'il y aurait beaucoup de population, de gens de la population qui en auraient payé le prix et qui n'auraient pas été soignés au temps requis. Et il y aurait peut-être eu des gens là qui seraient morts là, de ça. Et là, probablement que ce qui arriverait, c'est que le gouvernement aurait perdu là, la popularité dans l'estime de la population. Probablement qu'il y aurait des moins bons sondages. Et là, pour éviter ça, eh bien, à ce moment-là, il donne un délai aux gens. Jusqu'au 15 novembre. Par contre, les gens qui réalisent aujourd'hui qu'ils ont le pouvoir de faire fléchir le gouvernement, alors que dans plusieurs domaines, les gens n'ont pas eu le pouvoir, que par exemple, quand il y a eu la fermeture des restaurants, des salles d'entraînement, les gens ont dit oui, 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 oui. Et là, il y a des gens qui ont dit non. Et là, le gouvernement est obligé de reculer. Ben, c'est un précédent par rapport à ces gens-là qui peuvent les amener à se sentir en puissance. Et de réaliser que, à quelque part, ce qui est intéressant de voir, c'est que le gouvernement, puis dans les médias, dans les derniers jours, ils ont dit non, le gouvernement ne fait pas du bluff. J'écoutais un reportage de TVA par rapport à la mise en place là, du 15 octobre. C'est sérieux. Faut que les gens se fassent injecter. Puis là, il y avait tout le temps une pression qui était là. Puis finalement, il met pas ça en exécution. Et c'est sûr que là, présentement, il y a peut-être des gens qui, dans le domaine de la santé, qui avaient peur de perdre leur travail, qui se sont fait injecter et qui finalement se réalisent que le gouvernement n'a pas mis en exécution sa menace. Donc, ces gens-là peuvent se sentir trahis par le gouvernement qui, encore une fois,
a changé subitement entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est deux choses. Et il y a beaucoup de contradictions dans le gouvernement. À un moment donné, il dit « Ah, le confinement, c'est temporaire, c'est juste 2 semaines. » Ensuite, le défi, 28 jours pour faire reculer la courbe. Ensuite, le port du masque, ça, c'est temporaire. Lorsque les gens vont être massivement vaccinés 2 doses, il n'y aura plus de masque à porter. Ils nous avaient annoncé ça. Donc, il y a plein de choses que le gouvernement se contredit. Et là, c'en est une de plus. Donc, ça fait réaliser que la volonté du gouvernement n'est pas infaillible et que les gens ont un pouvoir d'agir aussi. Donc, le pouvoir d'agir, on l'a pas vu à travers les pétitions, à travers les manifestations dans la rue, même s'il y a eu des milliers de personnes dans les derniers mois, mais là, on le voit à travers les employés de la santé. Donc, c'est quand même intéressant là, de regarder là, en termes de jeu de pouvoir, qu'est-ce qui se passe. Et si j'en fais une lecture là, occulte à présent, ce que je peux vous dire, c'est que derrière la volonté de manipuler des gens, les culpabilisant, comme qu'on voit que le gouvernement et les médias en disant, là, si vous n'êtes pas injectés, vous êtes des responsables, vous n'êtes pas corrects. Ensuite, de les menacer en disant, là, vous ne pourrez plus travailler, vous ne pourrez plus aller au restaurant. Toutes ces formes de manipulation pour aller chercher le consentement, une forme d'injection. C'est pas une façon qui amène un consentement libre et éclairé. Et ce qui peut arriver par la suite en manipulant les gens à travers ça, c'est qu'il y a un contre-coup politique associé à cela, dans le sens que si quelqu'un n'a pas donné un consentement libre et éclairé à quelque chose, eh bien, à ce moment-là, la personne va être en belle situation de blâmer l'autre qui lui a forcé la main, advenant que la situation ne tourne pas comme prévu. Autrement dit, la personne qui impose quelque chose à l'autre, elle a une responsabilité par rapport à l'autre être humain. Et si, à un moment donné, ce qui arrive, disons, certains effets secondaires en lien avec une substance imposée, eh bien, devinez c'est qui va être blâmé. Surtout si les gens ont été contraints sous la menace, le chantage, l'intimidation à un certain niveau, une forme d'harcèlement psychologique aussi. Les gens qui se font dire régulièrement « faites-vous injecter » à répétition. C'est qui va être tenu responsable s'il y a des effets secondaires importants? Bien, je vous laisse deviner. Mais ce qu'il faut réaliser derrière qu'est-ce qui se passe présentement au Québec puis dans différents pays, c'est qu'il y a des forces astrales qui cherchent à manipuler les gens à travers la peur. Parce que, dans le fond, il faut vous réaliser que à chaque fois qu'on cherche à vous manipuler à travers la peur, le chantage, la culpabilisation, c'est toujours l'astral qui est derrière ça. Au niveau occulte, c'est ça qui se passe. Donc, ça prend pas un doctorat à l'université ou une très grande sensibilité affinée pour le capter. Au niveau vibratoire, lorsque quelque chose est intelligent par rapport à vous, vous allez ressentir que la vibration vous guide naturellement par rapport à ça. Et si c'est une vibration qui provient de l'esprit, la vibration va vous amener dans un état de vitalité. Tandis que si la vibration, l'énergie qui est derrière un agissement qu'on cherche à vous imposer, guidé par la peur, parce que des gens qui gouvernent un pays ont peur, et qui cherchent à vous transférer cette peur-là en vous manipulant, bien, à ce moment-là, vous pouvez sentir que c'est l'astral. L'astral gouverne la psyché de plein de gens sur Terre à travers la peur, la menace, le chantage, l'intimidation, et ainsi de suite. Donc, ce type de manipulation-là, tandis que l'esprit gouverne à travers l'intelligence. Et dans le fond, quelqu'un qui a de l'esprit, il cherchera pas à dominer les autres et également, il ne cherchera surtout pas à se laisser dominer par eux. Donc, c'est le point que je voulais mentionner là, derrière ça. Sinon, ce qu'il faut réaliser dans un autre ordre d'idée totalement différent, parce que je lisais un texte récemment à l'égard là, des citations qui sont faites par rapport à Bernard de Montréal, qui a été un auteur et conférencier, qui a donné une multitude de conférences dans les années 80, 90 et aussi début 2000.
Et bon, il a écrit plusieurs livres. Là, plusieurs personnes relaient des citations par rapport à lui là, sur le web, en lien avec la conscience supramentale. Puis, bon, il y avait un article récemment que je lisais là, sur Facebook en lien avec ça. En fait, ce que je dois dire, c'est que si une personne relaie des citations de Bernard de Montréal sur Facebook, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font ça présentement, eh bien, pour moi, c'est pas nécessairement de nourrir de la spiritualité, dans le sens que, et comme dans toute chose, si la personne, dans le fond, fait ça parce qu'elle a la vibration de le faire, sincère, j'ai aucun problème. Par contre, si la personne fait ça parce que, à quelque part, est pas capable de parler le réel par rapport à elle-même, puis elle a seulement comme point de référence Bernard de Montréal auquel elle se réfère constamment, un peu comme un chrétien qui se réfère constamment à la Bible et qu'elle a le même comportement de se référer aux Saintes Écritures concernant Jésus-Christ. Et là, elle se référait aux propos de l'instruction supramentale sacralisée à travers la personne de Bernard de Montréal. La personne, à ce moment-là, vit par procuration à travers un autre. Donc, c'est le point. Par contre, Bernard de Montréal, est-ce qu'il a cité des gens à travers son instruction? Est-ce qu'il a fait référence à des gens, bien entendu? Bernard de Montréal avait fait référence à Freud par rapport à la psychologie. Dans le domaine de la spiritualité, il a fait référence à Rudolf Steiner, qui a développé l'anthroposophie en Europe. Donc, il a fait référence à plusieurs personnes, Nietzsche aussi. Donc, est-ce que, dans le fond, le fait de faire référence à des citations de Bernard de Montréal en soi, c'est problématique? Pas du tout. En fait, ce qui peut l'être, c'est que si la personne fait référence à Bernard de Montréal en n'étant pas à l'écoute d'abord de sa vibration, parce qu'à ce moment-là, ça peut la couper d'elle-même. Si elle vient par procuration à travers Bernard de Montréal, comme certaines personnes vont vivre par procuration à travers l'enseignement de Jésus ou de Rudolf Steiner. C'est ça le point. En fait, du point de vue supramental ou vibratoire, de ce que j'en comprends, en fait, c'est même pas un point de vue, c'est une vibration. Je vais y aller à un autre plan. La vibration que je capte, que la personne fasse référence ou non à Bernard de Montréal, Rudolf Steiner, c'est tout le temps de voir est-ce que la personne a la vibration pour faire ça, puis si elle fait ça, est-ce qu'elle se désobéit? C'est tout simplement le point. Il n'y a pas à se casser la tête pendant 36 heures, puis tout sert. À un moment donné, ça peut être utile de faire référence à l'instruction de Bernard de Montréal en disant, bon, la pensée vient d'ailleurs. Donc, il a dit ça dans son instruction. Je dis ça à quelqu'un parce que j'ai la vibration de dire, bon, ça peut être utile temporairement. Puis ça peut être utile temporairement aussi pour des gens de pas faire référence à l'instruction de Bernard de Montréal. C'est du cas par cas. C'est la même chose par rapport à l'injection. C'est pour ça que je suis pro-choix. Et mes critères... Parce que là, présentement, la crise sociale à l'égard du Québec, c'est vraiment la question de l'injection ou non là, en relation avec les travailleurs de la santé et la population en général. C'est le sujet de discussion là, qu'anime des débats, des discussions, voire des oppositions depuis les dernières semaines. Et ma position, puis la position que j'ai la vibration, puis qu'est-ce que ça me dit intérieurement, c'est toujours la même chose. C'est du cas par cas. Pour une personne, par exemple, d'être injectée, ça peut lui donner un sentiment d'être en sécurité, lui faire diminuer le stress, parce qu'elle se sent protégée. Pour une autre personne, au contraire, de se faire injecter peut augmenter le stress parce que la personne elle a peur, dans ce cas-ci, de la substance qui est contenue dans l'injection. Elle a la crainte par rapport à des effets secondaires à moyen et à long terme relatifs à cette dernière qui est de nature expérimentale et qui n'a pas de recherche poussée sur les effets là, sur une longue période de temps là, des injections, vu que c'est des injections nouvelles en relation avec la crise présentement. Donc, tu sais, il peut y avoir de la peur pour se faire derrière l'idée de se faire injecter, puis il peut y avoir de la peur derrière l'idée de ne pas se faire injecter. Et c'est pour ça qu'il faut ramener ça sur un autre terrain pour les gens qui travaillent avec la vibration supramentale, qui essaient de la vibration. Donc, voir si on la vibration ou non de se faire injecter une substance et de suivre la vibration. Et suivre la vibration amène des choix individuels.
Et c'est sûr que pour moi, lorsque le gouvernement cherche à imposer mur à mur, c'est-à-dire à tout le monde et d'une manière systématique, l'injection dans le domaine de la santé, ou par différents moyens à la population, eh bien, pour moi, le gouvernement fait fausse route parce que, à quelque part, le choix ou non d'un traitement à caractère médical devrait être de prérogative individuelle. Et avant de la crise du virus, j'avais exactement la même vision. C'est-à-dire que pour moi, l'évolution de la médecine, c'est quelque chose d'individuel et de vouloir injecter une substance à tout le monde ou demander à tout le monde de faire, par exemple, une activité physique régulière, ça peut être ajusté ou non. Par exemple, si on dit à toute la population québécoise de pratiquer le ski alpin, eh bien, ça peut être utile puis en plein dans le mille pour, par exemple, des jeunes dans vingtaine qui ont besoin de se dépenser physiquement parce qu'ils passent leur journée à jouer à des jeux vidéo. Oui, de faire du sport comme du ski alpin, ça peut être très sain par rapport à eux autres parce que ça les amène à prendre de l'air, de sortir de la maison. Par contre, si on impose ça mur à mur, par exemple, à des personnes plus âgées, par exemple une madame de 90 ans qui est atteinte d'ostéoporose, on lui propose de faire du ski alpin et qu'elle tombe et elle se casse une jambe parce qu'elle a les os fragilisés. Bien, c'est pas approprié du tout. Même chose pour, tu sais, il y a des recommandations en termes d'activité physique ou des recommandations en termes médicaux, c'est le même principe. Par exemple, si on dit à toutes les femmes de se faire l'ablation des seins au cas où qu'elles attrapent le cancer du sein, ben à ce moment-là, c'est pas approprié. Par contre, une personne qui est atteinte du cancer du sein, qu'elle connaisse l'ablation des seins, c'est autre chose. Mais c'est toujours dans le fait d'imposer d'une manière systématique un traitement médical ou une volonté à toute une collectivité que tôt ou tard, il y a des manquements par rapport aux besoins individuels d'individus qui sont touchés par la mesure. Et ces manquements-là vont créer des tensions, peuvent créer de la rébellion et éventuellement amener aussi le gouvernement à reculer. Tout simplement. Sinon, ben, dans un autre ordre d'idée totalement différent, le début de la crise jusqu'à maintenant m'a amené à réaliser qu'en tant qu'individu, je n'aime pas que des changements qui me soient imposés par le gouvernement en grande quantité et des changements en général. Moi, en tant qu'individu, je me suis observé, à moins qu'on me fasse la démonstration qu'elles s'appuient sur une base scientifique et qu'elles sont justifiées, mais je vais être très exigeant par rapport à ça. Mais dans la vie, en général, c'est le même principe. En tant qu'individu, je suis plutôt conservateur. C'est sûr que si on me fait la démonstration qu'une mesure ou un comportement est plus approprié qu'un autre, bien, et je suis objectif dans mon mental, je suis transparent, je vais être obligé de le prendre en considération. Donc, et être honnête par rapport à ça. Mais en général, je suis plutôt en tant qu'égo plus réfractaire au changement, à la nouveauté. Et là, je suis rendu à 40 ans, puis ça fait plusieurs années que je suis comme ça. Par contre, j'aime la nouveauté qui vient de moi. Donc, moi, je suis du signe du Verseau en astrologie. Je suis intéressé beaucoup par des trucs qui touchent à la futurologie, la science, des nouveaux développements, mais quand que ça vient de moi, pas quand que c'est imposé par la collectivité, par des gens de mon environnement, et je suis plutôt dans le vivre et le laisser vivre. Donc, c'est sûr que mon vécu en lien avec la crise où le gouvernement, depuis plusieurs mois, impose plusieurs choses, dans le fond, spontanément, je suis plutôt réfractaire à l'imposition, à la domination. Mais si je veux être objectif dans le mental, il faut que je regarde vibratoirement si ce qui est imposé, ça fait sens ou non. Et si on m'impose un comportement qui fait sens et que c'est intelligent, ben je suis obligé de le reconnaître dans le sens que, par exemple, j'ai été confronté dans le passé par des gens qui me disaient, regarde, tu devrais faire plus d'activité physique. À un moment donné, j'en faisais pas. Et au moins sortir, faire des marches dehors, etc. Et là, je fais plus d'activité physique, puis je suis obligé de reconnaître que c'est intelligent. Donc, on m'a dit de faire ça, puis oui, dans certains cas. Mais ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que dans la vie, moi, en tant qu'individu,
que ce soit des impositions qui proviennent du gouvernement, puis l'astral qui est derrière lui, qui cherche à le faire peur, par rapport à la menace d'un virus. Et à ce moment-là, à partir de la peur, on peut contrôler des gens, des populations. Et les gens qui contrôlent peuvent être contrôlés à leur insu par la peur. Donc, on a des manipulateurs manipulés. Et comme ces gens-là croient, si on leur dit que, dans le fond, telle mesure va régler tous les problèmes ou l'injection va être la solution miracle et la personne croit à ça, c'est sûr qu'elle peut avoir tendance à l'imposer aux autres. Et ça va être l'épreuve des faits qui va nous donner une mesure des croyances erronées qu'on peut nourrir. Donc, autrement dit, si une collectivité est massivement injectée, 2 doses comme celle québécoise depuis plusieurs mois, on va voir dans les prochaines semaines à quel point cela fonctionne pour réduire le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations et la mortalité en relation avec le virus. Donc, on va voir. On va voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines avec ça et c'est à travers les faits que par rapport aux bienfaits ou non de quelque chose à l'égard d'une collectivité, on va en avoir une mesure. C'est tout simplement ça là, que je veux mentionner. Sinon, dans un autre d'idée, j'ai trouvé intéressante la suggestion que j'ai eue de ma belle famille qui est de fêter Noël, le temps des fêtes. Donc, il y a une rencontre qui se fasse dans les prochains jours. Pourquoi? Parce que on va peut-être retourner en confinement dans les prochains mois. On verra bien qu'est-ce qui va arriver. Mais comme l'année passée, ça devenait compliqué pour les rassemblements durant le temps des fêtes, Noël et le jour de l'an. Là, cette année, eux autres ont décidé ça, puis c'est correct. Je trouve ça intéressant comme idée, donc de fêter Noël pour s'assurer à l'avance, à la fin du mois d'octobre, pour s'assurer qu'il y ait une réunion publique là avant là, qu'il y ait des possibles confinements là, dans les prochaines semaines. Donc, ça leur appartient, puis je trouve ça intéressant, parce que c'est sûr que il y a un adage, dans le fond, qui dit « vaut mieux envisager le pire et espérer le mieux que c'est sûr qu'on peut attendre pour voir aussi qu'est-ce qui va se passer, là. Mais à ce niveau-là, j'ai trouvé ça intéressant, fait que c'est pour ça que je vous en parle. Sinon, moi, en tant qu'individu, depuis les dernières semaines, les derniers jours, je m'occupe beaucoup à écouter des enregistrements de méditation, je vais faire des yogas, des exercices de respiration. J'ai mis un petit peu de côté là, dans les derniers jours là, de commenter la crise parce que dans le fond, je voyais que j'avais pas nécessairement rien de nouveau là, à mentionner. Là, je l'ai fait parce que je trouve ça intéressant. Il y a un petit revirement de situation qui se passe au Québec. Et en terminant cet enregistrement, me fait plaisir de saluer en particulier les gens qui œuvrent dans le domaine de la santé et qui respectent leur volonté en matière d'injection. Et moi, que la personne soit injectée ou pas injectée, dans le fond, si j'ai la vibration de me faire traiter par une personne dans le domaine de la santé, je vais être heureux qu'elle me traite, à la différence de François Legault, qui est supposément double injecté. Et lui, dans le fond, il dit, si j'étais un patient dans le domaine de la santé, j'aurais peur qu'une personne du domaine de la santé, comme une infirmière, soit proche de moi. Donc, ça sous-entend qu'il aurait peur d'être soigné par une infirmière non injectée. Alors que s'il est injecté doublement, il est supposé être protégé. C'est ce qu'on nous dit, non? Il y a des bouts qui m'échappent là, dans cette histoire-là de qu'est-ce qu'on nous présente dans les médias. Mais bon, en tout cas, il est injecté, puis finalement, ce que je peux voir, c'est que l'injection l'a pas sorti de la peur. Et ça, c'est particulier, parce que depuis plusieurs mois, on dit « lorsque les gens vont être injectés adéquatement, 2 doses, là à ce moment-là, on va reprendre une vie normale. » Puis là, le message qu'il donne, c'est « Non, la personne est injectée 2 doses, mais elle a intérêt à avoir peur de celles qui ne le sont pas. » Donc, autrement dit, l'injection ne sort pas de la peur. Et ça, c'est particulier au niveau du discours parce que ça montre qu'à quelque part, l'injection, c'est pas une solution miracle. Et moi, ce que je dis, ce qui est important présentement de faire sur ma base de ma vie, je dis pas aux gens de faire ça, mais pour moi, c'est de m'occuper d'abord de ma santé, ensuite
d'être en forme pour avoir un système immunitaire qui soit efficace pour faire face à la menace de virus, tout simplement, puis d'être heureux. Je fais des enregistrements en lien avec des bénédictions depuis un certain nombre de jours. Bon, il y a pas beaucoup, ou de l'harmonisation, j'ai pas eu nécessairement beaucoup d'écoute, mais pourtant pour moi, et je vais continuer à faire des enregistrements qui me font du bien comme ceux-ci parce que ça me permet de nourrir une vibration qui, à mon avis, est beaucoup plus agréable que celle véhiculée dans les médias de masse. Dans le fond, des fois, je m'amuse à faire une lecture vibratoire où je compare des gens, des personnalités publiques, comme Christian Dubé. Je regarde vibratoirement qu'est-ce qui vibre versus le philosophe jovialiste André Moreau, et je me sens mieux à écouter André Moreau dans ses propos que Christian Dubé. Je me sens pas bien avec la vibration de Christian Dubé. Même chose pour, dans le fond, différents membres du gouvernement du Québec. Je sens que la vibration est lourde, est astrale, des gens qui ont peur, qui ont un esprit de contrôle, qui imposent des choses, que ce soit Geneviève Guilbeault, François Legault. La vibration d'Arruda, je la trouve un petit peu plus haute que ces personnes-là, parce que il y a le sens de l'humour. Donc, quelqu'un qui est capable de rire, c'est déjà bien. Et dans le fond, je regarde les taux vibratoires des gens, j'ai une mesure, puis écoutez, je me tiens au courant par rapport à ce qui se passe dans les médias parce que on nous fait des chantages, on nous fait des menaces, puis ça a beaucoup d'impact sur le comportement. Ben, c'est sûr que si on apprend que du jour au lendemain, ils mettent en place un autre couvre-feu, puis les gens peuvent plus sortir à partir de 20 heures comme ils ont fait l'hiver passé, ben ça peut être intéressant d'être au courant de ça. Par contre, en dépit de toutes les mesures, ce que j'ai trouvé très vibrant que quelqu'un me dit depuis le début de la crise, et je vais compléter l'enregistrement là-dessus parce que ça fait quand même un bon moment que je parle. Donc, quelqu'un m'a dit, et là j'ai perçu une vibration très forte qui a passé. La personne me dit ceci. La crise, dans le fond, ce qui va mettre fin à la crise, c'est pas les mesures de contrôle humaines. C'est tout simplement le fait qu'à un moment donné, le virus va avoir muté dans une forme qui est moins sévère, va avoir changé. Et à ce moment-là, à un moment donné, tôt ou tard, les gens devront s'en rendre compte. Et ce qui va mettre fin à la crise, dans le fond, c'est tout simplement que le virus va avoir changé par lui-même, sans l'intervention humaine. Donc, on verra bien comment que la crise va se finir, si elle se finit un jour, parce que ça fait quand même au-dessus de 19 mois là, qu'elle a cours. Mais, tôt ou tard, l'être humain doit réaliser les limites de la mentalité de contrôle. Et, bien, on verra bien. Il peut y avoir des renversements de situations spectaculaires, un peu comme celui-là ou inespérés, comme celui qu'on a connu là, il y a quelques heures ici au Québec, où le gouvernement a reculé. Donc, depuis plusieurs semaines où il menace les gens qui vont frapper un mur s'ils ne se plient pas aux mesures, eh bien, c'est lui-même qui est confronté au mur de volonté qui s'oppose à la sienne et il a été obligé de fléchir. Donc voilà ce qui termine l'enregistrement d'aujourd'hui. Je vous remercie comme à l'habitude de votre écoute. Bye bye.